j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle semaine de vlog lecture. J'espère que le précédent vous a plu et que vous allez prendre plaisir à regarder aussi celui-ci. Je pense qu'il va être assez différent étant donné que j'ai une semaine qui est plutôt chargée. J'ai beaucoup de déplacements, beaucoup de rendez-vous. Donc je ne sais pas si je vais trouver le temps de lire énormément. Et j'ai peur du coup que ce vlog devienne un petit peu ennuyeux ou qu'il soit assez court. Donc je vais tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Mais on verra au fur et à mesure. Là c'est déjà lundi midi, je viens de finir une réunion en visio. Je vous prends pour vous présenter ma nouvelle lecture de ce début de semaine qui j'espère ne sera pas la seule. Donc c'est Tracy Chevalier, La jeune fille à la perle. Je ne sais pas si c'est utile de présenter ce livre-là, étant donné que je le classe dans les classiques / incontournables à lire au moins une fois dans sa vie. Et en plus de ça, il a été adapté en film avec Scarlett Johansson qui joue le rôle de la jeune fille à la perle. Donc ça reste quand même assez connu. C'est un livre en tout cas que je voulais lire depuis de nombreuses années. En fait, depuis que j'ai vu le film, je l'avais vu 2 fois. Et il se trouve que je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Voilà, donc il est un petit peu... il a été un petit peu abîmé ici. Mais bon, après tout le reste est en très très bon état et franchement, je vais pas faire ma difficile. J'étais déjà très contente de le trouver totalement par hasard. Et j'ai décidé donc de le lire. Je vais peut-être quand même vous lire le résumé. La jeune et ravissante Griette est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. Nous sommes à Delft, au XVIIe siècle, l'âge d'or de la peinture hollandaise. Griette s'occupe du ménage et des 6 enfants de Vermeer en s'efforçant d'amadouer l'épouse, la belle-mère et la gouvernante, chacune très jalouse de ses prérogatives. Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la vivacité de la jeune fille émeuvent le maître qui l'introduit dans son univers. À mesure que s'affirme leur intimité, le scandale se propage dans la ville. Un roman envoûtant sur la corruption de l'innocence, l'histoire d'un cœur simple, sacrifié au bûcher du génie. Donc voilà, la semaine dernière on était avec Claude Monet dans le Nymphéa noir de Michel Bussy et cette semaine on va être avec Johannes Vermeer. Donc c'est un peintre en plus que j'affectionne tout particulièrement parce que comme le décrit le résumé, il y a la douceur et la sensibilité qui représentent l'art intégral de l'artiste. Il a peint vraiment un univers de femme et c'est vrai qu'on retrouve cette douceur et cette sensibilité, les expressions qui sont très détaillées. Donc c'est vraiment un peintre que j'affectionne. Et alors, petite parenthèse histoire de l'art, si ça vous intéresse, Vermeer, on sait très peu de choses sur lui, on n'est même pas sûr de connaître son visage. Alors il y a plusieurs suppositions qui se soient représentées dans plusieurs tableaux comme le géographe, l'entremetteuse, et il y en a 2 autres il me semble, mais on n'en est pas sûr. Et en plus de ça, il est mort assez brutalement. On en sait très peu sur sa mort, on ne sait pas si c'est accidentel ou non, et il a laissé peu de traces de sa vie. Donc il y a tout un mystère qui s'est construit autour de ce peintre, et en plus de ça, quand il est mort, son travail est tombé dans l'oubli, étant donné que ce style de peinture n'était pas du tout à la mode au siècle suivant. Et en plus de ça, il y a des peintres qui se sont attribués son travail en barrant son nom des tableaux et en inscrivant le leur. Super. Donc en fait, Vermeer n'a plus existé pendant des siècles et on a retrouvé son travail, on lui a réapproprié ses œuvres, sachant qu'il en a peint, je crois, qu'une dizaine. Et c'était un peintre qui peignait très doucement et donc il avait très peu de clients, très peu de commandes. Et maintenant, il a sa renommée internationale que l'on connaît et tant mieux pour lui. Bref, je referme cette parenthèse d'histoire de l'art qui n'est pas du tout peut-être intéressante pour vous. En tout cas, j'ai très hâte de le commencer. Là, je vais aller manger. Je pense que je vais commencer à lire quelques pages avant de partir. Et je vous tiendrai au courant un petit peu donc de l'avancée de ma lecture.
matin et je voulais vous parler donc de la lecture que j'ai commencée hier soir, La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. J'ai lu 120 pages et je peux déjà vous dire que je passe un très bon moment de lecture avec la jeune Griette qui a donc 16 ans et qui est engagée comme nouvelle servante dans la famille de Vermeer. Elle est obligée d'accepter, obligée d'accepter non, mais elle est obligée de travailler étant donné que son père a eu un accident de travail et donc il ne peut plus travailler. Et donc la famille n'a plus d'argent pour subvenir à leurs besoins. Sachant que Griette a un frère de 13 ans qui est parti apprendre le métier que faisait son père, donc il travaillait la faïence. Et elle a aussi une petite sœur de 10 ans, Agnès, qui est trop jeune donc pour travailler et qui est un personnage très très touchant en tout cas dans sa relation avec Griette. Donc Griette va se retrouver dans une famille déjà de catholiques alors qu'elle est issue d'une famille protestante. Et ça a quand même son importance étant donné qu'au XVIIe siècle, il y a encore les guerres de religion. Donc elle va noter tout plein de différences entre sa religion à elle et la religion des Vermeer. Et ensuite, donc voilà, elle arrive dans cette maison où il y a je crois 5 enfants et la mère attend le 6e déjà. Il y a une servante qui a ses humeurs, qui est souvent de mauvaise humeur et donc qui s'en prend à Griette parce qu'elle est un peu impatiente et compagnie. Il y a également la grand-mère qui, alors je ne vais pas dire qu'elle est bienveillante envers Griette, ce serait un petit peu excessif, mais on va dire qu'elle est très correcte. En tout cas, on va dire qu'elle ne prend pas sa défense, mais elle évite qu'elle se fasse trop engueuler par Catherine, la maîtresse de maison et épouse du peintre, qui elle par contre ne peut pas, n'est vraiment pas gentille avec Griette. Elle la considère comme une moins que rien, quelqu'un qui a aucune valeur, étant donné qu'elle vient d'une classe inférieure. Et donc ça aussi, ça a son importance, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment cette hiérarchie des classes sociales, et on le ressent vraiment dans le livre pour le coup. Par exemple, elle va au marché tous les jours pour acheter soit de la viande, soit du poisson, chose que ses parents n'ont plus mangé depuis des mois et des mois, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se le payer. Donc voilà, elle va faire les tâches ménagères telles que laver le linge, le repasser, le plier, le ranger, faire la cuisine, faire les sols, enfin voilà, faire tout le ménage. Et elle a le privilège, contrairement à l'autre servante, d'aller faire le ménage dans l'atelier du peintre. C'est la seule à pouvoir y entrer avec la grand-mère. Donc c'est pour ça aussi qu'elle s'attire un petit peu les foudres des autres personnes, étant donné qu'elle la jalouse, parce qu'elle a du coup le privilège de voir les peintures en cours de Vermeer, bien qu'il y en ait peu, étant donné qu'il ne peint pas beaucoup. Il prend énormément de temps à peindre chaque tableau, il y revient plusieurs fois dessus, il change des détails, il change sa composition, donc c'est vrai qu'au final il ne peint pas beaucoup. Et bien évidemment, il y a cette relation avec le peintre. Alors le peintre qui n'est, à ma grande surprise, qui n'est absolument pas omniprésent dans l'histoire. Je pensais qu'on allait beaucoup plus se référer à lui, qu'il allait être beaucoup plus, oui, omniprésent. Et en fait, pour le moment en tout cas, pas du tout. On le voit très peu, on en parle très peu. Quand il ne peint pas dans son atelier, il est très souvent dehors à s'occuper de la guilde. Et donc, oui, on n'est pas amené à le voir souvent. Donc même Griette, et quand elle le voit, il ne se parle pas tout le temps. Elle est impressionnée quand même par ce personnage. Elle ose à peine croiser son regard. Elle se sent sotte à chaque fois qu'il lui pose une question parce qu'elle ne sait pas quoi répondre. Mais on sent peut-être qu'elle est légèrement attirée. Alors attirée par lui, je ne dirais pas attirée par lui, mais il y a comme une tension. C'est très mystérieux en fait. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe de totalement invisible entre ces deux personnes. Donc on en saura certainement plus au fur et à mesure. Mais là, c'est vrai que pour le moment, voilà,
Il n'y a pas vraiment de discussion, d'échange entre eux, c'est très succinct. Donc voilà, je passe vraiment un très bon moment et j'ai hâte de le continuer. Et je voulais également aussi vous parler de 2 livres que j'ai trouvés hier dans une boîte à livres. J'ai amené des anciens livres de ma palle que j'ai enfin accepté, que je ne lirai pas. J'ai fait le deuil et donc je les ai amenés pour gagner aussi de la place. Et j'ai trouvé Natasha Solomons, le pianiste de Hardgrove Hall, aux éditions Le Livre de Poche. On est sur un bon livre de 537 pages, ce qui est déjà pas mal. Et ce qui m'a plu, c'est la thématique de la musique. Donc apparemment, on va être avec un célèbre compositeur qui va perdre sa femme et qui va perdre en même temps l'inspiration et le goût pour la musique, jusqu'à ce qu'il se rende compte que son petit-fils de 4 ans est un véritable prodige du piano, lui aussi. Mais pour qu'en fait la musique revienne dans la vie donc de ce célèbre compositeur, il va devoir pardonner à sa famille des trahisons qui ont eu lieu dans le passé. Donc je pense qu'il va y avoir des secrets de famille, des révélations. Et ça m'a bien plu, ce sont des thématiques que j'aime bien, donc je l'ai pris, je me suis dit pourquoi pas. La couverture en plus fait très printanière, donc pas du tout de saison, mais bon c'est pas grave, pour le moment il va rejoindre ma pile à lire. Et le deuxième livre, alors lui il paraît comme neuf, je me demande même s'il a été lu, c'est Le Retour du Jeune Prince, donc c'est un auteur brésilien, argentin pardon, et c'est Alejandro Romers. Alors, je pense que c'est en rapport avec Le Petit Prince qui, je pense, étant donné qu'on voit son écharpe rouge, qui a l'avion aussi de représenter. Je ne sais pas du tout. En tout cas, ils décrivent ça comme un conte philosophique moderne sur le sens de la vie. Donc il va y avoir le jeune prince qui va être recueilli par un automobiliste. Et durant leur voyage, ils disent qu'ils vont aborder avec simplicité les grandes questions de l'existence et notamment le secret d'un mystère que nous passons parfois une vie entière à chercher, le bonheur. Voilà, c'est vraiment... Il y a de belles illustrations à l'intérieur. Alors pas à chaque fin de chapitre, mais il y en a quand même un petit peu. Et franchement, elles sont très très plaisantes. Donc à voir de quoi il en est. C'est pas un livre vers lequel je serais allée en librairie. Je pense pas que je l'aurais acheté. Mais je me dis pourquoi pas, ça peut être une belle découverte, une bonne lecture. Et il doit se lire assez facilement parce qu'il y a 170 pages. Donc ça peut se lire très bien. Je sais pas du tout si c'est... Ouais, ils disent philosophique, est-ce que c'est aussi un petit peu teinté de développement personnel? Aucune idée. C'est aux éditions City Poche. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je le lirai, mais pour le moment, il va lui aussi rejoindre ma pile à lire. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vais continuer ma journée et sans doute essayer de lire pour avancer ce livre-là. Nous sommes mercredi soir et je voulais vous donner mon avis sur La jeune fille à la perle que j'ai fini cet après-midi. J'ai littéralement adoré cette lecture, vraiment gros coup de cœur. Voilà, d'emblée, je vous le dis. Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'écriture, la plume de l'auteur que j'ai trouvée juste fabuleuse. Je trouve qu'elle se combine parfaitement avec les peintures de Vermeer. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est douce et chargée, remplie de sensibilité. C'est très léger, on a l'impression que les mots sont en apesanteur. Et je vous avais déjà dit en début de vidéo que je trouvais justement que les peintures de Vermeer étaient pleines de douceur et de sensibilité aussi. Et je trouve que les deux combinés, ça match parfaitement, c'est le combo parfait. Vraiment, pour ce livre-là, c'est juste
parfait, incroyable, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, j'ai énormément aimé le personnage de Griette. J'étais très attachée d'ailleurs à ce personnage-là, et de voir aussi son évolution. C'est-à-dire que au début du livre, elle a 16 ans, elle devient servante du jour au lendemain, elle ne connaît rien au métier, elle doit quitter sa famille, partir dans une autre famille qui n'est pas du tout son rang social, elle n'est pas bien accueillie, elle n'est pas bien traitée, et elle doit faire face du coup à plein de problèmes, et elle est naïve à 16 ans, elle ne connaît absolument rien de la vie, elle est très très naïve. Donc c'est beau de voir son évolution en fait au fil des pages, au fil du livre et au fil de sa vie, parce elle va passer par des étapes assez tristes, assez douloureuses, et ça va vraiment la changer, ça va la marquer profondément. Donc oui, ça a été une belle évolution, parce que parfois elle va devoir mettre ses valeurs de côté, où elle va devoir les oublier, entre guillemets, et elle va devoir mener une vie entre sa vraie famille et la famille pour laquelle elle travaille, qui sont tout à fait opposées. Je vous l'avais dit, il y en a une qui est catholique, l'autre protestante, une qui est un petit peu plus modeste que l'autre. Donc elle-même se surprend à penser des choses en mode oh là là, c'est vrai que le pot-au-feu enfin pas le pot-au-feu, mais la soupe de légumes de ma mère n'est pas très très bonne, parce qu'il n'y a pas le gras de la viande pour lever le goût. Et on voit qu'elle est marquée par ces réflexions-là, donc c'est quelqu'un de très sensible, Griette, ouais, très sensible, très naïve, et petit à petit, à la fin du livre, en tout cas, ce n'est plus la même personne. Donc ça, j'ai énormément aimé. Ensuite, il y a il y a d'autres thématiques sous-jacentes dans le... Ah, j'ai le téléphone, pardon. Donc je disais avant que le téléphone ne sonne qu'il y a d'autres thématiques sous-jacentes à l'histoire, et qui se réfèrent plus à la vie quotidienne du XVIIe siècle en Hollande, et plus généralement au XVIIe siècle. Donc je l'évoquais notamment par le clivage déjà religieux entre les protestants et les catholiques. Il y a également la hiérarchie sociale, les rangs sociaux. Les gens ne se mélangent pas entre eux, et c'est beaucoup... alors les gens bien nés, c'est beaucoup dans le paraître, et par exemple toutes les femmes ne peuvent pas se faire percer les oreilles, ou c'est une certaine classe sociale qui va pouvoir montrer ses cheveux, les autres mettent comme des coiffes. Donc voilà, il y a tout ça aussi, forcément. Il y a l'habit, il y a le fait de poser ou non pour les tableaux, de savoir jouer d'un instrument de musique, d'écrire, de lire. Voilà, bon, ça, je pense que je vous apprends rien, mais forcément c'est omniprésent dans le livre. Et c'est d'autant plus accentué que notre personnage principal est une servante, et qu'elle-même en fait se sous-estime entre guillemets, et qu'elle se dit oh, mais je suis une servante, je ne peux pas faire ci, faire ça ou autre. Il y a aussi le fait de... Bon, ça c'est moins fun, mais c'est la condition malheureusement des femmes à cette époque-là, comme elles sont considérées, c'est-à-dire comme rien du tout, comme un objet de désir par les hommes, par un objet de convoitise, de monnaie d'échange presque parfois. Et elles sont toujours relookées, et en fait en dehors de leur maison, elles n'ont aucun statut autre que celui juste de femme qui doit porter les enfants, les élever, s'occuper de la maison en gérant les domestiques, et en fait c'est donner des réceptions, où elle a des réceptions et c'est tout. Ça c'est malheureux quand on lit ça, mais malheureusement c'est ce qui s'est réellement passé. Et d'un certain côté ça nous rassure en nous disant que nous avons évolué sur ce point de vue là. Malheureusement c'est pas partout, mais il y a quand même eu un grand pas qui a été fait vers l'avant. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai aimé. Dernière chose aussi que j'ai beaucoup apprécié, je vous avais dit en tout début de vidéo qu'on ne savait pas grand chose sur la vie de Vermeer, que c'était quand même quelqu'un d'assez mystérieux finalement. Il n'a pas laissé beaucoup de traces de son passage, de sa vie. Les maisons dans lesquelles il a habité ont brûlé, je crois, dans un incendie, donc voilà, il n'y a vraiment pas de traces. Et en fait, ça ressort beaucoup dans ce livre finalement. L'auteur a fait le choix autant de donner vie à ce personnage-là, autant de ne pas enjoliver ou imaginer en tout cas une vie à Vermeer. Et je trouve ça plutôt bien,
parce que ça respecte ce côté mystérieux et ça apporte du mystère aussi à ce livre, étant donné que déjà l'histoire se passe à travers les yeux de Griette, donc des fois elle interprète les regards de Vermeer, c'est les mots qu'il peut lui dire, donc en fait on ne sait pas vraiment ce que Vermeer pense. Et je trouve ça très intéressant aussi, parce qu'autant bon, le personnage principal, certes, c'est Griette, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à travers cette lecture d'en apprendre davantage sur le peintre. Malheureusement, on n'en sait pas beaucoup, c'est bien retranscrit, et je trouve que d'avoir respecté ça, c'était une bonne chose. Ça aurait été totalement différent, je pense, si elle avait vraiment donné vie à un personnage qu'aurait pu être Vermeer. Donc voilà, en tout cas, très très bonne lecture. Je ne sais plus quoi dire pour vous motiver et vous donner l'envie de lire. Donc j'espère que c'est pari réussi parce que vraiment vous ne le regretterez pas. Il est court, il fait 313 pages, il se lit vraiment très facilement, très vite. Donc on est vraiment emporté dans l'histoire. Donc je vous le conseille fois 1000. Très très bonne lecture en tout cas. Et pour vous parler du coup de ma prochaine lecture, eh bien je pense qu'on va attendre demain, tout simplement parce que je suis indécise entre deux lectures. J'hésite entre Valérie Kong-Chung de Par amour. Je crois que ça se passe pendant ou après la Seconde Guerre mondiale, pareil, de famille. J'ai plus trop le résumé en tête. Et sinon j'hésite avec Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meyer. Deux livres totalement opposés, donc je ne sais pas. Je vais essayer de me décider. De toute façon, je pense pas vous reprendre ce soir pour dire juste j'ai décidé ça. Je vous en parlerai plutôt demain quand j'aurai commencé le livre. Donc je vous dis à demain. Hello, nous sommes vendredi après-midi. Hier, je n'ai pas pu vous prendre. Je crois que les jeudis, j'y arriverai jamais. Du coup, j'en profite là pour vous parler de ma lecture en cours, même si je viens de réaliser que je n'ai pas le livre avec moi. Donc tant pis, je ferai sans. Et je ne sais pas si je vous ai dit du coup la lecture que j'avais choisie, mais il s'agit de la disparition de Stéphanie Meyer de Joël Dicker. C'est un livre que j'ai dans ma palle depuis 2018, étant donné que j'ai retrouvé le bon de commande à l'intérieur. Voilà, donc au moins je le sais. Et avant de lire celui-ci, j'avais découvert Joël Dicker avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'avais adoré. Ça avait été un très gros coup de cœur, je me rappelle à l'époque. Enfin, quand je dis à l'époque, ça remonte à quoi, il y a 4 ans peut-être. Et au mois de mars, j'ai lu L'énigme de la chambre 622, où je me rappelle, ça avait été une lecture plutôt mitigée, pour plusieurs points. Donc là, il me reste à lire que celui-ci. J'ai pas les deux autres. Je crois qu'il y a Anne au père et quelque chose avec Baltimore dans le titre, mais je me rappelle pas. Et voilà, en tout cas, c'est le dernier de l'auteur que j'ai dans ma palle et je me suis décidée à le lire. Je sais pas si c'est très judicieux vu le rythme de lecture que j'ai de commencer un livre de 630 et quelques pages, mais bon, c'est pas grave, je le lirai à mon rythme. Du coup, pour vous parler un petit peu de l'histoire, je vais pas pouvoir vous lire le résumé, mais j'ai lu 120 pages hier soir. Donc ça se passe en 2013, il me semble, dans une petite ville des Hamptons. Et en fait, on va suivre un capitaine, Jesse Rosenberg, qui part à la retraite. Il a 45 ans, il est hyper jeune, mais c'est pas grave, il veut faire d'autres choses dans sa vie. Et donc l'histoire s'ouvre sur un pot de départ, donc à la police. Il part pas le soir même à la retraite, ça sera dans quelques jours. Et donc on a un discours sur lui où on nous apprend qu'il n'a jamais... il a toujours réussi à boucler ses enquêtes et compagnie depuis 20 ans. Voilà, enfin, c'est quelqu'un qui est très apprécié et compagnie. Et lors de cette soirée, il rencontre une jeune femme du nom de Stéphanie Meyer qui est journaliste pour la revue, enfin pour le journal local, on va dire, de cette petite ville. Et en fait, elle lui dit, détrompez-vous, vous n'avez pas réussi à boucler toutes les affaires, vous avez commis une erreur il y a 20 ans lors du quadruple meurtre. Et au début, lui pense que c'est une blague et en fait, il va comprendre qu'elle est très sérieuse et elle lui dit, écoutez, j'ai un rendez-vous ce soir même pour
pour avoir la preuve irréfutable en fait, pour juste montrer que j'ai raison et si vous voulez, on se rappelle demain. Donc il dit ok et compagnie, il est quand même très suspicieux. Et il se trouve qu'en fait le lendemain, il appelle, mais personne ne lui répondra étant donné qu'elle est portée disparue. Au début, tout le monde ne croit pas en sa disparition, étant donné que c'est une journaliste qui est indépendante, et puis parfois les journalistes sont amenés à partir quelques jours, voire quelques semaines. Mais là quand même, il y a des éléments qui mettent la puce à l'oreille de Jessie, et lui il croit dur comme fer que c'est une disparition, il est un peu seul contre tous, jusqu'au moment où, ok, tout le monde va finir par le croire et prendre donc cette disparition au sérieux. Donc il rencontre une inspectrice en chef, il me semble, de la police locale de là où habite Stéphanie, et donc elle va croire Jessie directement, donc ils vont faire équipe. Et Jessie va essayer de convaincre son ancien coéquipier avec qui il a résolu cette affaire-là de quadruple meurtre il y a 20 ans. Au début, il n'est pas très favorable et puis il finit par craquer et dire ok, on va essayer de voir là où on a fait cette fameuse erreur. Donc il y a 20 ans de ça, en 94, la famille du maire de la ville a été assassinée. Donc le maire, sa femme et son fils, je crois qu'il avait à peine 10 ou 11 ans. Et devant chez eux, il y a une joggeuse qui a aussi été retrouvée morte. Donc voilà, 4 homicides, et la police, enfin Jessie et son coéquipier Derek avaient fini par arrêter le coupable. Donc voilà, j'en suis là. C'est les 120 premières pages du livre et ça a fait un peu résumé en même temps. Donc je peux pas vous dire pour le moment si j'aime ou non ma lecture, c'est beaucoup trop tôt quand on voit qu'il y a 600 pages. Je peux quand même vous dire qu'on retrouve bel et bien la patte de l'auteur, de Joël Dicker, que j'ai retrouvé dans l'énigme de la chambre 622 ainsi que dans Harry Kéber, c'est-à-dire cette double temporalité. Voilà, l'auteur joue sur les 2 tableaux, sur les 2 années. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas vraiment ça, qui trouvent que c'est compliqué, qui se perdent ou qui n'aiment tout simplement pas. Moi j'aime bien parce que de la façon dont l'amène l'auteur, je trouve ça très intéressant. Chaque fois qu'on repart en arrière, c'est pour une bonne raison, c'est pour nous expliquer quelque chose ou c'est un témoin qui va raconter son récit et donc on va remonter dans le temps. Je trouve ça pas plus mal, j'aime bien quand il y a 2 temporalités, je trouve que c'est super intéressant, ça met un petit peu de suspense et ça dynamise le récit pour éviter parfois qu'il soit un petit peu trop long. Et là par contre il y a quelque chose d'assez original, c'est Jesse Rosenberg, donc le capitaine, qui nous raconte l'histoire, en tout cas en 2014, mais il y a des chapitres où en fait c'est indiqué qui va être le narrateur du chapitre. Donc souvent quand on part en 94, c'est Derek, le coéquipier de Jessie, qui raconte l'histoire. Et même quand on est dans le présent, parfois l'inspectrice en chef, qui je crois s'appelle Anna, va prendre la parole. Et je trouve ça, alors pour le moment, assez intéressant de jongler entre les narrateurs. On a différents points de vue. Est-ce qu'on aura le point de vue de Jessie en 94? Je ne sais pas encore, mais voilà, ça fait la petite originalité du livre et pour le moment, ça me dérange pas plus, donc à voir par la suite. Et du coup, voulais vous parler de mes petites, alors 2 réceptions et 2 livres que j'ai achetés ce matin, qui n'étaient absolument pas prévus. En plus, j'avais dit, oui, en septembre, je n'achète pas de livres, c'est le mois de mon anniversaire, blablabla. Que dalle. Voilà, donc ça, c'est des réceptions que j'ai achetées sur Le Bon Coin. Elles y sont pas toutes. Là, c'est juste 2 livres. Je crois qu'il m'en manque 1 ou 2 encore. Je sais plus. J'hésite. Donc, je vais chercher un ciseau pour ouvrir tout ça et je reviens vous en parler. Voilà. Du coup, j'ai même carrément en fait ouvert les colis. Ça ira plus vite. Ça fera moins de bruit. Donc, j'ai découvert... Enfin, je vais découvrir quasiment en même temps que vous les livres que j'ai reçus parce que je ne savais absolument pas desquels il s'agissait. Donc, sans grande surprise, j'ai reçu le jeu du chuchoteur de Donato Carisi qui clôture la saga Mila Vasquez. J'ai commandé aussi L'écorché, qui est le 3e. Non, L'Égaré, pardon. L'écorché, c'est celui que j'ai lu la semaine dernière. Et donc ça, c'est le dernier, 4/4. Donc voilà, format broché, il est vraiment
impeccable. Et il m'a coûté 4,98 €, frais de port inclus. Donc autant vous dire, rien du tout quoi. Franchement, je suis trop contente. Ensuite, j'avais commandé Delphine de Vigan, Les Gratitudes, donc toujours via Le Bon Coin. Je suis assez surprise par contre de la taille du livre. Il fait 173 pages et en fait je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus gros. Enfin, qui est beaucoup plus de pages, mais bon, c'est pas grave, hein, je le lirai quand même. Sachant que Delphine de Vigan, c'est une auteure que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en début d'année par Jour sans fin, et ensuite on m'a conseillé Rien ne s'oppose à la nuit. Je me suis prise une claque en lisant ce livre, même ces 2 livres, mais alors Rien ne s'oppose à la nuit, il m'a achevée. Ça a été un énorme coup de cœur et je crois qu'à ce jour c'est le coup de cœur de cette année-là en tout cas. Et il m'a hanté pendant plusieurs jours, vraiment. C'était la première fois qu'un livre me faisait ça. J'ai totalement bouleversant, poignant, vraiment très très bien. Et donc suite à ça, je me suis dit que je voulais lire quasiment tous les livres qu'elle a écrits. Donc il m'en reste quelques-uns. Il y en a un qui me tente beaucoup, c'est D'après une histoire vraie. Donc c'est le prochain sur ma liste. Donc là, je suis tombée sur Les Gratitudes. Il était aussi en très bon état. J'aime beaucoup les éditions J.C. Lattès. J'aime bien les couvertures, bien que parfois ça imprègne. Pour peu que vous transpirez un peu des doigts, la couverture mate, ça laisse des traces, mais... Là, elle est très jolie. J'aime beaucoup, donc j'espère que ce sera une belle lecture. Et honnêtement, je pense que celui-ci va pas rester très très longtemps dans ma palle. Voilà, je pense que vous allez le voir très bientôt dans un prochain vlog. Et fruit du hasard, aujourd'hui, ce matin, il y avait le marché. Et au marché, il y a deux vendeurs de livres d'occasion qui sont là tous les vendredis. Et bien sûr, je suis arrivée, c'était pas tout à fait midi, donc il remballait pas. Et à tout hasard, j'ai regardé sans forcément vouloir acheter quelque chose. Et bien sûr, je suis tombée sur 2 livres, j'ai craqué. Donc il y a un Michel Bussy, Gravé dans le sable. Je vais enlever d'ailleurs ça. Alors je sais pas de quand il date, en tout cas il est vraiment comme neuf, il m'a coûté 2 €. De 2015, donc ouais, ça va, c'est pas non plus très très vieux. D'après ce que j'ai compris, ça va se passer entre 1944 et 20 ans plus tard. Ça fait 64, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça m'a bien tenté. Écoutez, après ma lecture de Nymphéa Noire que j'ai vraiment adoré, je sais que j'ai un avion sans aile dans ma palle, mais je me suis dit, on ne sait jamais, autant en avoir un d'avance. Voilà, si un jour je commence un des 2, j'en aurai un autre qui m'attend. Donc j'ai pris lui, et alors là, vraiment le hasard parfois fait bien les choses. Donc vous savez que j'ai lu là La jeune fille à la perle, et je me demandais ce qu'avait écrit Tracy Chevalier. Eh bien, je suis tombée sur un de ses livres. Je n'ai pas hésité, je n'ai même pas lu le résumé, pour vous dire. Je l'ai lu une fois en arrivant chez moi. Je me suis dit, bon, déjà pour 2 € je le prends, et trop curieuse de lire d'autres livres de cet auteur. Donc c'est La Dame à la licorne. Déjà, j'adore la couverture. J'aime beaucoup les éditions Folio, je trouve que leurs couvertures, elles sont toujours très très jolies. Voilà, je suis vraiment, mais j'étais comme une enfant devant le stand, j'étais en mode, mais c'est trop bien, c'est trop bien. J'espère que je vais tout autant l'aimer que le jeune fille à la perle. D'ailleurs, je crois que c'était son premier, le jeune fille à la perle. Et lui, il est sorti en 2003. Et le jeune fille à la perle en 2001. Et là, il y a un titre qui me tente. Il y a La Vierge en bleu qu'elle a sorti 1 an après celui-ci. Ça me tente. Si un jour je le trouve, je pense que je ne dirai pas non. Et donc voilà, là ça va se passer fin Moyen-Âge, début Renaissance, dans la cour du roi de France, où c'est Jean le Viste qui va commander une série de 6 tapisseries à Nicolas des Innocents. Et voilà, et apparemment donc il va accepter, même si c'est pas vraiment son domaine, enfin sa spécialité, parce qu'il va tomber amoureux, si on comprend bien, enfin si je comprends bien, de la fille de ce noble qui lui passe commande. Et donc ils disent que ça va
Voilà, il va y avoir des relations délicates entre mari et femme, parents et enfants, amants et servantes. Bon. Je me dis pourquoi pas, ça peut être ça peut être très chouette. Il est un petit peu plus gros que La jeune fille à la perle, il fait 356 pages. Mais ayant adoré la plume de Tracy Chevalier, je ne vais pas le répéter. J'espère que je serai conquise par ce livre-là. Donc voilà, ce sont mes petites acquisitions qui en soi m'ont coûté euh, moins de 15 euros. Donc je suis très contente et comme je vous ai dit, il me reste encore quelques colis à récupérer du Bon Coin. Donc je vous montrerai tout ça en temps voulu. Donc sur ce, ben oui, on est déjà vendredi fin d'après-midi. Je pense que je vais un petit peu lire là en prenant un petit thé. Et je vous reprendrai de même pour vous parler de mon avancée de ma lecture. Nous sommes samedi en fin d'après-midi. Je vous retrouve pour malheureusement vous dire que je n'ai pas eu vraiment le temps de lire hier et encore moins aujourd'hui. Donc j'ai pas beaucoup avancé mon livre, ça c'est sûr. Je suis à 187 pages en soi, c'est rien sur les 600. Je pense que c'était ambitieux de choisir un aussi gros livre, mais je savais que j'allais avoir un manque considérable de temps cette semaine, mais écoutez, c'est pas bien grave, je me rattraperai. Je ne fais pas la course, donc ça arrive d'avoir des semaines plus chargées que d'autres, d'avoir des imprévus, de profiter aussi de ses proches, donc c'est pas très grave. J'espère surtout que le vlog vous plaira, qu'il sera pas trop court et pas trop ennuyeux. Donc voilà, je croise les doigts pour que ça ne soit pas le cas. Et donc je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'après je ne pourrai plus. Voilà, donc je vous souhaite à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Sur ce, portez-vous bien.